Salut Thibaut. Salut. Bienvenue ici, on est aujourd'hui du coup au Padel Football Club à Noël-sur-Celle. On est avec toi pour que tu nous parles de ton nouveau projet. Déjà premièrement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Thibaut, du coup moi je suis arrivé dans le paddle en 2020. Je suis plutôt entrepreneur, J'ai une agence de pub sur Lille et puis depuis 2020 en fait j'ai lancé d'abord une page Facebook qui a un petit peu plus de 8500 personnes dans la région qui s'appelle Paddle Nord Matchmaking pour créer des matchs. Ensuite, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Top Paddle, qui a un peu le lien avec ce nouveau projet. Là aujourd'hui, Coach My Paddle qui est le nouveau projet et je vais lancer aussi une académie privée dans le coin pour tout ce qui est coaching. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu là de ce qui arrive, ce qui est arrivé Du coup, sur ce projet. en fait, historiquement, moi dans le paddle, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un jeu qui me semblait différent pour être allé en Espagne au niveau de la culture du jeu. Donc assez rapidement en Espagne, je me suis rendu compte qu'il y avait des bons coachs qui avaient un savoir-faire avec 20-25 ans d'expérience et puis aussi des pièges à touristes. Et donc du coup, historiquement, j'avais monté Top Paddle en se disant, voilà, on va sélectionner des coachs dont certains sont sur le premier paddle, alors, historiquement World Paddle Tour, mais maintenant le premier paddle, et d'autres coachs qui sont très réputés dans leur ville, des sélectionneurs nationaux, etc. Donc on est dans 15 villes d'Espagne. Et le souci qu'on pouvait rencontrer, c'est que on a envoyé déjà 2500 joueurs en Espagne, donc de 26 pays différents, donc ça fonctionne bien. Le seul problème qu'on rencontre, c'est que les gens ils vont une fois, deux fois, ils adorent, mais il faut trouver du temps, il faut trouver l'argent. Donc du coup, compliqué parfois de pouvoir faire ça toute l'année, à moins d'être professionnel. Donc ça reste quelque chose qui est très peu accessible du coup. Enfin, les coachings, etc., partir en Espagne et tout, ça nécessite quand même, comme tu dis, du temps, de l'argent et la possibilité de le faire, on va dire. On a quelques maniaques qui vont plein de fois parler, mais le gros du gros, c'est des gens qui sont partis une fois par an, grand maximum, pour se libérer. Une des grosses remarques qu'on a, c'est « Ah oui, mais c'est très différent des coachs que je peux avoir ». Et donc, du coup, ça nous a encouragé à essayer de mettre à dispo avec Internet, les smartphones, la vidéo, de se dire pourquoi on ne continuerait pas à rendre ces coachs disponibles mais finalement à distance. Donc Coach My Paddle, c'est une nouvelle marque qui est intégrée à Top Paddle au niveau entreprise, mais une marque différenciée où on a réuni 4 coachs premier paddle à des tarifs différents globalement pour que ça puisse convenir à tout le monde. Donc on a le coach de Paquito Navarro, mais on a le coach le moins cher qui est le coach d'une Agueda Pérez qui est une fille qui doit être top 30 je crois en ce moment à la mondiale. Et donc du coup des prix différents et on a la capacité de leur envoyer soit un geste technique qui nous obsède parce qu'on n'y arrive pas ou voilà, il y a un truc qu'on veut débloquer, ou un match pour avoir une analyse complète. Et ça permet aux joueurs de visualiser, à chaque fois la vidéo va être de visualiser les problèmes qu'il a, ensuite d'avoir une réponse du coach et une démo. Donc c'est très différent d'un coaching, en tout cas les retours qu'on a clients, c'est très différent d'un coaching, mais ça leur apporte, et c'est un nouveau marché, ça leur apporte quelque chose, et je pense que c'est un marché qu'on essaie de créer, parce que jusqu'alors pour moi ça n'existait pas. Il y a des contenus sur YouTube et Instagram, gratuits, mais qui sont pour moi pas forcément faits pour toi. Parce que peut-être que ton problème, on va te dire ah oui mais il faut tester ça, toi tu vas arriver dans ton prochain match, tu dis j'ai vu ça sur YouTube, mais si ton problème il part des jambes qui est peut-être l'essentiel et que c'était pas, donc en fait ça crée des gens qui sont, pour moi j'appelle ça le syndrome de l'éponge, ils boivent tout ce qu'ils trouvent sur internet, ils testent plein de choses, mais ça se trouve ils passent à côté du vrai problème qui était leur vrai truc à eux. Donc le problème des contenus Instagram, c'est qu'ils sont faits pour faire des vues. Et souvent, on s'occupe d'ailleurs d'expliquer des gestes avec les bras, alors que pour moi, plus de 50% du geste en paddle, ça vient d'un bon appui, d'un bon mouvement du tronc, et ça, on n'en parle jamais sur ces contenus-là. Donc du coup, je pense qu'on pallie aussi à ça en donnant des contenus personnalisés. Donc c'est une nouvelle façon de se faire coacher, sans forcément que ce soit en physique ou sans forcément se déplacer à des centaines de kilomètres du coup. Tu filmes ton match. Donc tu envoies ta vidéo à Coach My Paddle et à ce moment-là, tu as un coach que tu choisis directement sur l'application qui analyse ton point, ton geste ou ton match et qui te fait un retour du coup sur la vidéo que tu lui as envoyée. Et tu as même des packages de 3 ou 6 mois où si tu as envie d'être suivi longuement par un coach qualifié, et du coup tu peux avoir 2 gestes par mois plus visioconférence avec lui
parce que tu peux avoir des questions à un moment donné. Analyse de match, donc on a des packages sur 3 et 6 mois avec, en tout cas 6 mois qui est le plus gros package, tu as 12 coups analysés. Donc on recense à peu près une vingtaine de coups dans le paddle différents. Donc ça fait déjà une bonne partie de tes coups qui en général te posent problème ou que tu veux améliorer. Tu as 2 analyses de match en début et en fin de période et tu as 3 visioconférences au début pour se briefer, au milieu pour faire le point, à la fin pour faire... Donc on a essayé de faire quelque chose où tu es suivi. Et encore une fois, on ne parle pas nous de coaching, même si ça s'appelle Coach My Paddle, mais dans la sémantique qu'on utilise, c'est analyse. Parce que les retours des gens qui ont essayé, c'est toujours de nous dire « Ah mais c'est génial, j'ai pu me voir ». Il y a une sorte de prise de recul par rapport à une session où on est en train de faire le geste, le coach il nous dit « Bah non mais tu fais ça, j'attends ça ». On est en plein dedans, là il y a une sorte de recul parce que tu te files, tu sais ce que tu as envoyé en général, tu n'envoies pas tes pires coups, tu essaies d'être honnête avec toi-même. Tu as un retour sur ce que tu as filmé, avec des détails, je veux dire, on entoure les choses, on explique les points, etc. Donc déjà, il y a une prise de conscience, tu as l'explication du coach, et surtout, ce que certains élèves nous ont dit, c'est génial parce que je ne voudrais pas la perdre, je peux avoir le fichier et ça, je veux le garder, parce que je veux pouvoir le revoir. Et en fait, 3 mois plus tard, tu peux aller retourner avec ton coach, t'as entraîné. Et j'ai aussi en Belgique, avec une marque, Oxdog pour les idées qui nous suit sur le projet, qui veut, avec ces jeunes, leur offrir ça, pour les jeunes qui sponsorisent, pour pouvoir, parce qu'ils ont des coachs belges, mais pour pouvoir leur offrir des coachs espagnols pour avoir peut-être un deuxième point de vue. C'est un complément de coaching, quoi. Et du coup, et avoir un autre point de vue et savoir si, entre guillemets, ils travaillent. Je ne vais pas dire qu'ils travaillent dans le mauvais sens avec leur coach belge, pas du tout, mais plutôt, des fois, on sait que les bons coachs, ils n'ont pas la science infuse. Un très bon coach, pour la petite histoire, les coachs premier paddle, ils n'arrêtent pas de s'épier. Ils travaillent chacun dans leurs académies, mais quand ils arrivent sur le tour, je dis n'importe quoi, là à Riyad, je sais par un coach qu'il allait voir ce que l'autre allait faire, pour les exercices, pour le truc, ça. Donc en fait, ils sont tout le temps, le sport bouge beaucoup, et ils sont tout le temps en quête et en recherche. Donc de la même manière, l'idée d'Oxdog là-dedans, c'est de se dire, tiens, je vais être en quête ou en recherche de nouvelles idées pour que mes jeunes que je sponsorise augmentent. Et ça change un peu des dotations, des choses comme ça, on leur apporte aussi autre chose, puisque des fois, ils n'ont peut-être pas le temps non plus, ni l'argent pour voyager. Donc là, en gros, ce que tu nous expliques, pour ne pas faire trop d'ombre non plus à nos très beaux coachs français et nordistes, c'est que ça peut être aussi, au-delà de... C'est pas qu'une expérience unique, c'est aussi un complément, du coup. C'est pas pour les gens qui se font aussi coacher, ils peuvent aussi très bien envoyer les vidéos sur cette application-là et justement se dire, en fait, ça m'apporte juste quelque chose de plus et en plus, ça leur permet de se voir. Déjà, comme tu dis, je pense que c'est aussi... ou de rassurer la manière dont ils travaillent, la façon dont ils voient, ou d'amener un autre regard sur, par exemple, leur match. Ils ont rarement, à moins d'être un bon niveau, le coach sur le banc, mais peut-être que sur un match, ils peuvent avoir aussi une analyse globale en disant techniquement, à l'entraînement, je travaillerais plutôt ça, parce qu'au-delà du choix, vraisemblablement, il faudrait jouer là, mais tu n'y arrives pas. Donc, du coup, en fait, ça leur permet d'avoir un bon feedback sur des gens qui, pour moi, coachent depuis 20 ou 25 ans, et ont une culture du jeu où ils sont nés dans le paddle. Là où nous, tu parlais du Nord, mais moi je parlais à l'international parce que le site sur différentes langues, clairement on s'adresse, nous, notre cible, c'est tous les gens qui ont une culture des sports de raquette qui vient du tennis. Pour moi, c'est foncièrement 2 sports archi différents dans la manière, donc du coup, ça vaut le coup d'aller poser la question à des gens, parce que tous les coachs dans ces pays émergents du paddle sont souvent des très bons joueurs et souvent du coup des gens qui viennent du tennis. Je veux dire, en France, à part Bastien Blanquet qui est l'exception, qui vient, le reste des joueurs sont tous des anciens très bons joueurs de tennis avec cette dynamique de jeu très tennis. Aujourd'hui, tu nous expliques que les très bons coachs, les très bons joueurs en général viennent du tennis du coup, donc sont de très bons tennisman de base. Pour toi, en quoi ça c'est un problème aujourd'hui dans le développement du paddle et dans le coaching du paddle, en dehors du coup des coachings première paddle du coup? Alors en fait, c'est dans la compréhension du jeu. Pourquoi c'est foncièrement différent? C'est parce que le tennis, déjà, c'est un terrain ouvert, très grand, et c'est un sport, si on l'écoute, on ne regarde pas, c'est rythmique. C'est-à-dire qu'en fait, le rythme est dicté un peu comme un métronome, jusqu'à ce que quelqu'un déborde, frappe plus fort, ou alors fasse un amorti alors que l'autre est au fond du court, etc., casse le rythme et gagne le point. Le paddle, c'est foncièrement différent parce que c'est un terrain... Et on joue à 2, au tennis. Paddle, on joue à 4 sur un truc beaucoup plus petit, fermé, et donc
dès le début, le sport est arythmique. C'est-à-dire que le point, c'est tac-tac si on est en volley-volley, mais paf si ça monte. Non. Donc les gens savent ils ont entendu dire il faut ralentir le jeu, etc. Mais la culture du paddle, elle se limite qu'à ça en fait. Ouais. Alors que pas du tout. Le problème fondamental du tennis, c'est de qu'est-ce que je peux faire de cette balle et de trouver cette balle pour finir le point, déborder, voilà, faire quelque chose pour... Alors qu'au paddle, la balle, elle peut revenir et tout. Donc au paddle, le vrai problème du paddle, c'est le temps de réaction et de réflexion qui est réduit. Okay. Donc c'est tous les coachs, c'est pas la technique le problème, c'est la prise de décision. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un sport tactique, ou moi je dis souvent un jeu d'échecs dynamique, parce qu'en fait, la prise de décision et de réaction, elle va être hyper importante. Et donc il faut que le joueur il comprenne dans quelle direction je dois jouer pour moi. Donc c'est pas qu'est-ce que je peux faire de la balle. Et ça, c'est la plupart des joueurs, en fait, quand on dit « ils jouent tennis ouais. ». Bah ouais, mais ils jouent tennis parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire de la balle, parce qu'ils ont un bon niveau en général. Ouais. Dans ça. Donc, il faut passer du « qu'est-ce que je peux faire de la balle » à « qu'est-ce que je devrais faire de la balle pour moi et pour toi qui joues avec moi ». Et donc, du coup, ce truc-là, ça suppose de savoir maîtriser les directions. Il y a 3 choses clés au paddle, les directions, les profondeurs et les hauteurs. Et donc, du coup, aujourd'hui, en Espagne, et j'ai même envie de dire les Argentins, tout ça, la manière de jouer à la Belasteguin, etc., c'était un paddle où on ne crée pas la faute, on essaie de mettre en difficulté l'adversaire quand la balle ne nous semble pas trop difficile, on essaie de déranger l'adversaire et on n'essaie pas de gagner le point. Alors qu'au tennis, on essaie de gagner le point. Donc en fait, au paddle, on essaie de ne pas le perdre et on se rend compte statistiquement la différence entre un niveau 4, on parle de la grille des niveaux, niveau 4, 85% de faute directe. Niveau 6, je dirais quoi? C'est quand même une grosse différence entre 4 et 6. C'est 75% de faute directe. Et moi j'ai l'occasion de coacher en P500, en P1000 et P1500, j'ai staté, et sur la FIP et sur le premier paddle. Et aujourd'hui, on se rend compte d'un truc. P500, toujours plus de fautes directes. Donc là, P500, on va dire que c'est peut-être niveau 8, 9, etc. C'est des joueurs régionaux. Allez, juste, c'est l'antichambre du national. Le niveau de faute directe sur un P500 est toujours plus important, et toujours au-delà de 50%. Tu as 4 joueurs, tu peux être sûr qu'il y en a peut-être un qui sera en positif, qui aura plus de points gagnants que de fautes directes. Ensuite, en P1000, sur un match, je dirais qu'il y en a peut-être 2, ou alors un qui va être en positif, les autres vont tourner autour de 0, et puis il y en a peut-être un qui craque sur le match. C'est souvent, à chaque fois, la fin, la feuille de match, la feuille de stats, elle est comme ça. Là, pour la première fois, j'ai été un peu voir sur un P1500, etc. Ah, c'est marrant parce que là, j'en avais 2 souvent qui étaient en positif, un qui était à 0, et souvent l'équipe qui perdait, c'était celui qui avait été en négatif. Oui. Et quand tu vas sur, je ne sais pas si tu connais la différence, là, dans des académies où j'ai eu la chance de travailler pendant quelques semaines avec des joueurs FIP et qui sont qualifiés parfois sur le premier paddle, ne sont pas des joueurs premier paddle, qui ont la chance d'avoir une carte sur une ou 2 épreuves. Est-ce que tu connais la différence, parce que c'est déjà des très bons niveaux de jeu, est-ce que tu sais la différence entre un joueur FIP et un joueur premier paddle, quand il va se présenter sur le premier paddle, qu'est-ce qu'il dit qu'il le marque? Aucune idée. La vitesse du jeu. Moindre. Ça veut dire qu'en fait, ils disent tous, c'est connu, sur la FIP, ça joue beaucoup plus vite que sur le premier paddle, parce qu'en face de toi, tu vas te retrouver avec des gens, et c'est la clé du paddle, qui gère le rythme du jeu. Et quand tu joues avec quelqu'un en face de toi, même s'il tape mieux ou machin, mais qui te gère, ou si toi tu gères le rythme du jeu, globalement tu as gagné le match, parce que tu vas arriver à le déranger. Et si tu arrives à un rythme de jeu qui toi te dérange, globalement tu vas perdre le match. Donc, si tu as des mecs qui jouent au tennis, qui jouent trop vite pour toi, on dit, donc en Espagne, ils ont toujours culturellement vécu avec ça. Et les Argentins, les Belasteguin, c'était, on faisait des banderas, on gardait la balle dans le terrain et tout ça. Galan et Lebron, donc espagnol, on va dire l'école paddle espagnole est arrivée avec Galan et Lebron, révolution, on tape plus vite, on machin, on fait moins durer l'échange. Mais attention, c'est Galan et Lebron. Moi j'ai plein de coachs qui disent, regarde pas le premier paddle masculin, prends du popcorn, observe. Les coachs sur le banc, il n'y a pas vraiment des fois de stratégie, c'est trop de talent. Donc du coup, le fait d'aller sur ces coachs un peu espagnols, argentins, ils ont, je trouve, tout ce recul nécessaire pour pouvoir te dire « Ah tiens, mais t'as pas une bonne technique de revers ou t'as pas ceci et ça ». Et comment on peut construire tactiquement des choses pour que tu maîtrises le temps entre le moment où la balle quitte ta raquette et la balle va revenir dans ta raquette ou celle de ton adversaire. Ou alors si tu es au filet, le fait que tes adversaires, ils aient beaucoup moins de temps pour jouer et qu'ils créent la faute. Et pas gagner le point. Ouais, toi tu veux que on veut que l'adversaire fasse la faute. On veut que l'adversaire fasse la faute ou on veut le déranger
Et à un tel point que des fois, tu t'en viens à gagner le point. Mais oui, ok, tu te crées à la fin la balle penalty. Oui. Mais si on parle de culture du jeu, je pense que c'est des gens qui vont parler différemment du jeu. Je vais donner un exemple qui est, pour moi, que j'ai vu dans la région. Oui. Il y a beaucoup de coachs dans la région qui enseignent la chiquita comme étant un coup chiquita. Tu montes au filet, tu fais une volée. Oui. Faux, archi faux. En Espagne, on te dira chiquita, tu te mets dans la zone, des fois on dit la zone morte ou zone interdite. Oui. C'est faux, c'est pas une zone interdite. C'est une zone où il faut y passer, il faut juste pas y rester. Oui. On joue un coup. Chiquita, Sagno par exemple le fait très bien, chiquita, 2 pas. Je regarde ce qui se passe. Si la balle qu'on me rend est vraiment pas bonne, je refais 2 pas et je fais une volée de transition et j'avance. Mais c'est pas chiquita, voler, je plie le point. Oui, ça peut pas être. C'est chiquita, je me présente, je regarde ce qui se passe, il me l'a mis loin, je redescends. Oui. Mais moi, on voit des joueurs, c'est chiquita, ils courent comme des malades, la balle arrive, eux ils se préparent loin et ça donne n'importe quoi. Okay. Donc ça, c'est un très bon exemple. La chiquita, c'est une approche. La chiquita, c'est le coup qui initie des approches par le bas en 3 coups pour moi. Chiquita, volée de transition, volée. Nous, on apprend. J'ai déjà vu des cours où c'est chiquita, tu montes à la volée, tu finis le gars parce que tu as une balle haute. Faux. C'est trop dangereux. Du coup, en soi, le problème, est-ce qu'il ne viendrait pas de la formation de base ? Puisque forcément, les coachs français sont formés, je parle des Français pour le coup. Tu as complètement les coachs français sont formés par la Fédé, du coup. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, tu as un contact, je ne sais pas, avec la Ligue, la Fédé pour moi je tire mon chapeau à la Ligue. À la Ligue, il y a quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Daverdin, je connais, qui est en charge de la partie terrain paddle pour la Ligue du Nord. Et moi, ce que j'adore chez Manu, c'est que tous les ans, avec Top Paddle, pour le coup, il fait appel et on fait appel à des coachs espagnols. Okay. Et donc, il m'appelle pour faire venir des coachs. Et ce que je trouve dingue, c'est d'ailleurs que la Ligue offre ça en formation continue pour les anciens diplômés. Ouais. Donc cette année, on a eu la chance, il a fait venir et ça, c'était gratuit. En fait, alors c'est pour un nombre de personnes limité, je pense, mais du coup, il y avait des coachs là qui ont pendant 2 jours, plus tous ceux qui passent le TFP, donc le diplôme de paddle, qui eux, c'est dans le cadre de leur formation. C'est canon et il faut que ces gens-là arrivent pour expliquer et y montrer à des joueurs de P500 ou P250 sur le terrain à quel point, je me rappelle, je raconte une anecdote, ils sont sur le terrain, ils jouent sous contrainte et à un moment donné il dit free point, donc ils peuvent y aller. Et là il nous avait dit à tous les autres qui étaient sur le banc, vous allez voir dès que je vais dire free point, le truc va partir en live. Ouais. Alors que ça fait 30 secondes qu'ils jouent en suivant un rythme, alors je sais plus si le lobe devait être en face, il y avait une contrainte. Il joue depuis 30 ou 45 secondes, il dit free point, 3 frappes, fini. Par une faute directe, forcément. Oui, forcément. Donc du coup, ça t'explique cette histoire de culture du jeu, alors qu'en Espagne, quand moi j'ai eu la chance de faire 2 semaines dans des académies élites en tant que coach pour m'entraîner, en fait, sur du haut niveau de jeu. Et en Espagne, c'était les joueurs pros dont je parle. C'est vraiment, hop, je fais une frappe du fond, je monte, je fais une volée, je fais une frappe avec la vide. Et tant qu'ils n'ont pas contrôlé 100 balles comme ça, ils ne passent pas au reste de l'entraînement. Donc l'approche, elle est philosophiquement complètement différente. Ok. Donc là, du coup, toi, tu suis un peu, tu essayes d'insuffler justement un peu peut-être un mouvement aussi de dire le coaching qui vient du Premier Padel et des coachs espagnols, argentins, etc. Tu essayes aussi de rentrer dans cette dynamique où avec la Ligue, avec Manu, etc., vous avez des discussions où… Complètement, d'essayer d'apporter cette culture-là. D'apporter cette culture-là, parce qu'en fait, l'histoire de très bons joueurs de tennis, etc., je pense qu'à un moment donné, ils rencontrent un plafond de verre, le plafond de verre de la FIP, où quand tu arrives sur le premier paddle, je discutais, je vais donner une discussion, on a eu une discussion avec Artaud Dumoulin, qui je lui ai expliqué la différence FIP, premier paddle que j'avais entendu en Espagne. Il me dit, c'est marrant, parce que quand je joue avec Clément Guins, qui doit être le numéro 1 belge, il dit ce qui est assez impressionnant, c'est sa capacité, donc je pense quelqu'un qui a un niveau marqué au-dessus de lui, et il disait c'est sa capacité à ralentir le point et à faire ce qu'il veut de lui en fait. Et donc du coup, si tu as ça au paddle, tu es le roi du pétrole à ton niveau de jeu, donc c'est comprendre, là dans l'académie, les cours que j'essaie il y a un truc que je répète tout le temps, c'est faut passer de qu'est-ce que je peux faire avec la balle à qu'est-ce que je devrais faire avec la balle. Au-delà du cours que tu as sur le truc, c'est cette idée-là, elle est foncièrement pour moi argentine, espagnole, bien que à chaque fois il faut mettre des pincettes, le jeu change et que depuis Galan Lebron, Coelho Tapia et toute cette manière de taper, ça inspire les gens. Et donc ils veulent faire la même chose. Oui. Maintenant je dis… Sauf qu'on n'est pas tous capables de le faire. Ils passent 60% de leur temps, le ratio c'est à peu près 60% de temps en salle,
les 40% de temps sur le terrain, ils ont une vraie prépa physique, c'est des athlètes. Ouais. Donc, et je pense qu'à un moindre niveau, par exemple la bandera, c'était un coup hyper célèbre. J'ai pas mal de coachs espagnols, pas argentins. Les Argentins disent bah bien sûr il faut une bandera avec ça. J'ai pas mal de coachs espagnols qui disent non on n'enseigne plus la bandera. Ça n'existe plus. Tout le monde joue des Vibora. Ouais. Ah ouais bah Chingoto oui joue des. Mais c'est Chingoto, faut aller vite, faut avoir. Donc dans un jeu, effectivement si ton niveau de jeu augmente et que tu as une capacité de contrôle des directions, des profondeurs, alors des hauteurs au-dessus du filet. Je trouve qu'à un moment donné, tu peux quitter un peu la bandera ou trouver un coup hybride un peu pour commencer à actionner le coude et le poignet sur tes banderas pour essayer d'imprimer un peu plus d'effet de vitesse. Mais parce que tu contrôles la direction, la profondeur et la hauteur de ta balle vis-à-vis du filet. Uniquement pour ça. C'est un critère de... Donc là, aujourd'hui, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots déjà combien ça coûte, comment on s'inscrit et à quel public ça s'adresse, on va dire? Ouais, et ben, alors combien ça coûte? On a des coachs premier paddle, donc les moins connus, 50 € pour une analyse de geste et 150 € pour une analyse de match parce que c'est un peu plus long et le retour aussi un peu plus long. Et le coach de Paquito Navarro, qui doit être le plus cher, doit être à 125 €, je crois, l'analyse. Donc ça oscille entre 50 et 125 €. Et les packages, alors j'ai plus en tête, il y a des tarifs en fait entre guillemets pour tous les goûts, donc ça peut coûter le prix d'une leçon en fait, mais avec des avantages qui peuvent être de revoir le truc, de pouvoir réanalyser la chose. Et après, comment on s'inscrit? Tu me demandais. En fait, c'est simple. Sur le site, une fois que vous avez choisi, vu un peu ce qui vous plaît, tu as un petit formulaire de contact et ensuite on prend contact avec la personne. Donc on va lui demander ou lui expliquer comment faut qu'il filme sa vidéo, mais avec un smartphone, c'est bon. Voilà. Mais il y a différents angles à respecter. Forcément, si tu fais des revers et que tu filmes ton dos, ça va pas. C'est embêtant. Donc on prend contact et après tout se passe par WhatsApp pour les envois de vidéos et tout ça. Donc c'est assez simple. D'accord. Et à qui ça s'adresse du coup? Franchement, aujourd'hui, on a eu des joueurs nationaux du Moyen-Orient, donc de très bons joueurs. Oui. Encore aussi des joueurs de tennis historiquement. Et puis des joueurs amateurs, puisque même vous, il y a Mathilde dans votre équipe qui a fait l'essai du produit pour voir comment ça marche. Ok, super. On mettra la petite vidéo évidemment de Mathilde qui a testé Coach My Padel du coup, avec l'analyse, etc. Avec sa super barada. Super. J'espère qu'elle sera encore plus super après l'analyse. Il faut espérer, il y a du progrès. Il y a une marge de progression qui est parfaite. Et merci à toi du coup d'être venu nous présenter ton projet. Et puis à très bientôt sur Au cœur du padel du coup. C'est bien. Salut Mathilde, c'est Thibaut, coach My Paddle. J'ai bien reçu ta vidéo. Ton problème, c'est lorsque tu es au filet et que tu retournes en défense parce que tu es lobé et que parfois tu as cette balle qui te surplombe, touche la vitre et ressort suffisamment haut et tu pourrais contre-attaquer tes adversaires, ce qu'on appelle barada en espagnol ou descente de vitre. Et là, toi, tu te sens bloqué parce que tu n'as pas ce coup-là. On va voir que tu fais autre chose sur l'analyse. Alors, je te propose qu'on analyse ton geste. On va regarder et distinguer la manière dont tu cours avec la balle et dont tu te sépares de la balle, donc la position de ton corps par rapport à la balle pour pouvoir exécuter une bonne barada, et puis la manière dont tu prépares la raquette et l'exécution aussi du geste intrinsèquement et comment ton corps peut t'aider à ça. Donc il y a des choses qui sont bien et d'autres un peu moins bien. Bon, la première chose, c'est ton positionnement par rapport à la balle. On voit bien que ton corps arrive au même moment que le rebond de la balle.
ou même parfois il est derrière la balle et déjà en avance ton corps, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc maintenant on va passer aux choses un peu moins bien, à commencer par la préparation de la raquette et la manière d'exécuter le mouvement. Donc on voit bien que ta préparation, là ici, elle est vraiment trop basse et elle va générer une balle qui part du bas vers le haut, malgré le fait que tu essaies de rabattre la raquette. Donc on le voit mieux après sur le second plan. Tu vois, ta préparation est basse et elle va suivre cette ligne dessinée un peu vers le haut et tu essaies de rabattre la raquette à coup d'articulation du coude, alors qu'il faudrait peut-être transférer le poids de ton corps dans la balle et pas seulement donner un coup d'avant-bras en utilisant l'articulation qui est ton coude, parce qu'en plus, à force, tu risques de te faire mal. Donc le premier point, c'est la manière de courir. Il va falloir régler la préparation, parce que après le rebond, tu vas pouvoir régler la hauteur de ta raquette sur la hauteur du rebond sur la vitre. Moi, je t'invite à avoir ta main qui est non dominante, qui ne tient pas la raquette, donc à l'avoir à côté de toi. Voilà Mathilde, un dernier ralenti en espérant que tout était clair pour toi.